Rebonjour à tous, nouvelle interview, nouvelle équipe d'intervieweuses, enfin pas si nouvelle que ça. Non, ça tourne. Bonjour Pasquino et ça tourne. Et bien sûr, nouvel invité. Bonjour Bernard Bloch. Bonjour Virginie, bonjour Pasquine. Qui est responsable d'innovation à Électricité de Strasbourg, entre autres choses. Donc d'ailleurs, Bernard, qui es-tu? Que fais-tu? Parce qu'on sait que tu fais plein de choses. Alors, par quoi je vais commencer? En fait, donc, je m'occupe de... Enfin, je suis coordonnateur innovation et partenariat innovant au sein d'Électricité Strasbourg, donc filiale d'EDF sur le Bas-Rhin, à peu de choses près. On a différents métiers qui sont donc les réseaux électriques, la vente d'électricité, d'énergie, de gaz et des services énergétiques. Ça, c'est la partie de mon boulot ES. À côté, je suis très... mobilisé sur tout ce qui est collaboratif, intelligence collective et autres. Donc ça fait quelques années que j'ai lancé, qu'on a cofondé les facilitateurs d'Alsace, où il y a un certain nombre qui interviennent, on pourra en reparler. Où on aide aussi des étudiants à porter des projets innovants sur ces questions-là. Et qu'à ce titre-là, depuis 2015, on est partenaire fondateur et organisateur du Hacking Industry Camp. Et c'est un grand plaisir d'être toujours là, et aujourd'hui encore. Tu nous as pas donné toutes tes casquettes. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en donner encore quelques-unes? Expliquer ce que c'est que les facilitateurs d'Alsace. Oui. Alors, déjà sur mon CV, j'ai mis une phrase. Aujourd'hui, j'ai une copine qui bosse justement dans l'intelligence collective, qui est agitateuse d'idées, qui m'a dit que mon super pouvoir, en fait, et c'est ce que j'ai mis sur mon CV, c'est connecteur d'idées et d'humains. Et en fait, ça tourne beaucoup là-dessus, dans toute cette dynamique-là. Et les facilitateurs d'Alsace, en fait, la facilitation, c'est quoi? C'est quand on met des gens ensemble pour réfléchir à des idées. Pour pas que ce soit du brouhaha, faut qu'il y ait des règles. Et pour les faire réfléchir, il y a des méthodologies, des outils, des règles à respecter qu'on va mettre ensemble. Et donc, c'est un collectif qu'on a monté avec des gens qui sont soit déjà des facilitateurs, soit des gens comme moi qui ne l'étaient pas du tout, qui je voulais même pas le devenir d'ailleurs. Mais j'étais persuadé que c'est des métiers qui doivent rentrer dans l'entreprise parce qu'on est de plus en plus soumis à ces problématiques. On est de plus en plus en mode projet. Donc avec des équipes qui se créent, comment créer de la cohésion d'équipe, comment accompagner les projets, quelles sont les méthodes à mettre en place. Voilà, c'est autant d'éléments qui sont importants à développer et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a réussi à mettre dans la roadmap, dans le guide apprenant, finalement, qui accompagne les équipes projets du Hacking Industry Camp, en fait. C'était un petit peu ma question suivante, c'est-à-dire comment est-ce que Électricité de Strasbourg a intégré le HIC dans le volet facteur humain de sa transformation digitale? Quand on t'écoute, on comprend bien que pour toi, le facteur humain, il est tout à fait fondamental dans une transformation digitale. Alors en fait, déjà, on est une entreprise centenaire, mais on pourrait dire que c'est une entreprise âgée, pépère. En fait, pas du tout, parce qu'on est sur... selon moi, il y a deux marchés qui sont vraiment en effervescence permanente, qui sont la santé et qui sont le domaine et l'énergie. Les deux sont des axes vitaux, sociétaux. Parce que voilà, on a besoin d'énergie pour fonctionner, on a besoin d'être en bonne santé. Donc, ça bouge beaucoup. Il y a des enjeux de transformation numérique, sociétale, environnementale qui sont complètement impactés sur nos métiers. Mais nous, notre entreprise, on a fait le constat dès le début de l'Internet qu'en restant comme on était, on n'a pas de R&D intégré, même si on fait partie du groupe EDF où il y a beaucoup des milliers de chercheurs. Mais notre propre R&D, elle n'est pas vraiment développée. Et donc, on s'appuie sur l'écosystème. Sauf que pour s'appuyer sur l'écosystème, on a beau le déclarer, ça ne va pas le faire. Donc, comment on fait pour pousser ça? Et c'est là qu'on s'est rapproché d'Alsace Digital en 2015. L'idée, c'était au départ d'organiser un hackathon interne. Donc, comment mobiliser en interne des gens? Parce que quand on est en open innovation, c'est interne et c'est externe. Mais au départ, la première idée, c'était de réfléchir entre nous comment on pourrait améliorer les choses. Et très vite, Alsace Digital, même tout de suite, nous a dit ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut être sur l'open innovation externe parce que l'innovation, elle vient de là où on ne l'attend pas. Et donc, il faut mobiliser par contre les parties prenantes, quels sont les acteurs concernés de l'énergie, etc. Les étudiants, les académiques, des chercheurs. Comment on va les mobiliser? Et c'est là qu'est née du coup l'idée de se faire, on va faire un hackathon. La première année, il était autour de l'énergie, avec notamment en partenaire Aguerre et Socomec, avec ES. Et puis au bout de 2 ans, on s'est retrouvé à être plus large que simplement le domaine de l'industrie. Parce que très rapidement, en fait, les transformations qu'on traverse, elles ne sont pas que industrielles. Finalement, elles touchent à la société et surtout dans les domaines du numérique ou autres.
Et de plus en plus, ça se rapproche, nos vies privées et nos vies professionnelles, et on l'a fait avec la crise malheureusement du Covid, elles sont très très étroites et les problématiques se rapprochent de plus en plus quand même. Alors tu parlais de ce premier hackathon de 2015. Depuis, il y en a eu un tous les ans. Oui. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan à la fois quantitatif et qualitatif chez ES ? Alors déjà au-delà des chiffres, c'est toute une démarche. Ça faut bien parce que pour nous, dans notre stratégie innovation, dans notre plan d'action, on va dire, il y a un marqueur qui s'appelle le Hacking Industry Camp, qui nous force à faire de l'idéation en amont pour essayer de trouver des projets, etc. Et donc au début, il y avait une grosse dynamique d'entreprise et on arrivait avec, admettons, sur les 30 défis qui étaient présentés dans les premières années, on devait avoir pas loin des 2/3 des défis qui étaient portés par des salariés de l'entreprise sur des sujets de l'entreprise ou des sujets personnels, mais pas loin des préoccupations de l'entreprise, on va dire. Avec le fil du temps, on a développé beaucoup de projets, je vais revenir sur les chiffres après, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a plein. Donc le problème, c'est que nos équipes sont pas mal mobilisées sur le développement de tous ces projets-là, et donc on a moins de temps pour développer des projets, et tout nouveau projet qui arriverait, faut trouver les ressources que ce soit financières et les ressources humaines, informatiques notamment, et les métiers pour les développer. Or, ils sont déjà sursollicités énormément dans l'entreprise, enfin dans nos entreprises. En termes de chiffres, depuis 2015, là, j'ai rajouté le défi qu'on a porté cette année. Donc, on a présenté 57 défis le vendredi soir en 7 éditions. Donc, ça fait déjà un beau chiffre. Hein. Sur les 57 défis, il y en a 28 qui ont été retenus le vendredi soir. Et sur les 57, on en a transformé 26. Ce qui est un gros chiffre. Parce que, alors, qu'on se mette d'accord, on n'a pas créé 26 startups. Hein. Daniel l'évoquait ce matin, ce n'est pas des startups. Par contre, c'est 26 fonctionnalités qui ont enrichi ce qu'on fait dans nos entreprises. Alors, ça peut être des fois des chatbots qu'on a voulu tester et qu'on a voulu appliquer en arrière, etc. Enfin, on pourra prendre des exemples après si vous le voulez. Il y a d'autres partenaires qu'on a embarqués pour monter des projets. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé, ce que j'ai essayé de faire en gros depuis 2-3 ans, de voir, parce qu'on a des partenaires industriels qui sont intéressés, et donc quand on a de la méthodologie, on les aide à amener des projets dans lesquels on participe aussi, donc ils font partie de ces chiffres-là également. Et les 30 projets qu'on a laissés, en fait, c'est pas 30 échecs, c'est 30 projets soit qu'on a dépriorisé, soit pour la plupart d'entre eux, ça nous a permis d'augmenter, d'améliorer ce qu'on voulait vraiment et de trouver sur le marché quelque chose qui existait en fait. Donc on a quand même accéléré notre développement, mais en trouvant sur le marché des solutions qui existaient déjà. Justement, je rebondis, si tu avais 2-3 exemples de réussite de projets qui sont arrivés, qui ne sont pas juste des fonctionnalités, mais qui ont généré des vrais projets à part entière qui ont vraiment été disruptifs. Alors, il y en a un qu'on évoque souvent, parce que c'était un des tout premiers hackathons, Hacking Industry Camp. C'était un projet au départ, on voulait voir comment on pourrait faire aider les jeunes, à les sensibiliser sur les économies d'énergie. On ne savait pas trop où on allait, on s'est dit, ça pourrait être un jeu, mais on ne savait pas trop. Et du coup, c'est devenu une appli qui s'appelle Chasse au Gaspille, qui a été ensuite repris par le rectorat dans toutes les écoles élémentaires du Bas-Rhin. Qui fait partie du dispositif du coup maintenant du kit d'information de formation des enseignants et c'est une appli qu'on a développée avec notamment 2 boîtes, c'était Almedia et Method in the Madness qu'on connaît bien ici. Donc l'enjeu, c'est aussi de développer avec des structures. Et ça, l'ES, pour nous, c'est vraiment important parce qu'on veut éclairer les horizons de l'Alsace. Et donc, c'est justement dans cette logique-là qu'on veut aussi développer aider des startups à se développer. C'est pas les startups qu'on va chercher à Paris ou ailleurs. On essaie de trouver pour développer du business ici, quoi. Enfin, c'est le territoire dont il est question. Ça, c'était par exemple sur Chasse au Gaspille. Donc évidemment, ça a été hyper intéressant. En plus, on avait embarqué des partenaires industriels dans le dispositif des récompenses. Donc on avait les pas de grand-mère et on avait le Racing Club de Strasbourg pour contribuer. Donc on était vraiment dans un écosystème vraiment vertueux. Alors pour nous, il est assez exemplaire sur ça. Et c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait seul. Enfin, on n'avait pas du tout les compétences. Voilà. Mais on a trouvé des salariés super intéressés pour bosser sur ce projet-là, quoi. Et des projets de transformation interne qui ont changé des services ou des choses comme ça ?
Alors, on en a eu dès le tout premier hackathon sur de la data visualisation qui était quand même très très technique. Dans cette année, en 2015, c'était quand même pas tout à fait à la mode. Et ça permet d'accélérer un outil qui nous permet d'optimiser notamment l'analyse et la gestion préventive de la maintenance sur nos réseaux électriques de façon très visuelle, ce qui a quand même changé pas mal nos méthodes de travail, qui a permis d'aller vers de la numérisation évidemment de nos réseaux électriques, notamment de plus en plus. Et récemment, c'est aussi un projet qu'on avait qui est venu du HIC, récemment, il y a quelques années, comment informer nos clients des problèmes de réseau ou des chantiers qui sont devant chez eux, quand commence le chantier, quand s'arrête, parce que les gens ils voient des panneaux, ça les embête, ils peuvent pas rentrer chez eux, ils savent pas où se renseigner. Donc maintenant, sur tous nos panneaux de chantier, il y a un QR code, les gens peuvent suivre en ligne quand commence le chantier, quelle est la date de fin, etc., s'il y a des incidents. Et ils peuvent même s'abonner pour avoir des alertes sur des chantiers qu'on maîtriserait, qui sont à côté de chez eux. Alors moi, je me pose une question, parce que j'ai vu beaucoup des projets qui sont passés de ES. Je les ai presque tous vus. Et je me demandais s'il y avait eu des projets qui avaient eu pour effet que vous travailliez en R&D sur ces sujets-là. Parce que je me souviens de tuyaux à travers les murs, je me souviens d'un certain nombre de projets où je trouvais ça hyper pertinent et je me disais, on amorce quelque chose pendant le hackathon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce que vous avez fait de la R&D suite à ça parce que vous avez vu une opportunité ? Alors, je vais prendre 2 exemples, je reviens sur l'histoire de data visualisation. Daniel travaillait avec quelqu'un qui était vraiment très intéressé par ces sujets-là, en R&D interne, mais en gros 2-3 personnes. En venant à HIC, ça a permis d'accélérer vraiment la réflexion pour la transformer en un vrai outil qui a été développé et déployé. Ça, c'est le premier exemple. L'autre exemple, c'est justement celui dont tu parlais. À un moment, on avait un apprenti qui a accompagné pareil avec Daniel pour réfléchir sur tout ce qui était la possibilité éventuellement de voir comment savoir au mieux où sont les réseaux enterrés pour pouvoir intervenir dessus, prévenir les parties prenantes, etc. Avec différents systèmes. On a creusé le sujet, mais ça nous a permis de voir que finalement, sur le marché, il existait des solutions plus intéressantes et plus industrialisables, on va dire. Voilà. Donc, mais dans les 2 cas, c'est intéressant et c'est pas un échec parce qu'on pousse la réflexion pour finalement affiner notre cahier des charges. D'ailleurs, tout projet du Hacking Industry Camp, ce qui est proposé le dimanche soir, après 54 heures de réflexion, ça permet notamment, surtout, de valider le champ des possibles de l'idée, ou pas, et 2, d'améliorer le cahier des charges qui va être fait, parce qu'on repart de zéro avec, par contre, un cahier des charges bien plus enrichi que celui qu'on avait le vendredi soir, quoi. Donc c'est un vrai accélérateur, le HIC, c'est un vrai accélérateur pour tous ces projets, quoi. Quand j'en parlais avec mes étudiants en interne pour mobiliser mes troupes, moi je dis toujours, le HIC, c'est un accélérateur de développement personnel et humain, personnel et professionnel, pardon, mais c'est vraiment le cas parce que ce soit en interne, et on apprend beaucoup de choses sur soi-même, c'est vraiment un accélérateur de développement, clairement, ouais. Et pour les entreprises, c'est bien. Après, on arrive dans d'autres problématiques d'intrapreneuriat et autres qui doivent être gérées aussi parallèlement. Et est-ce que tu aurais un dernier exemple d'un projet qui aurait suscité l'engouement de vos clients ? Alors, je vais prendre c'était il y a 2 ans. On est venu avec un projet qui s'appelait SolIC, solaire et HIC. Voilà. L'idée, c'était de voir, quand on va voir des clients qui ont un projet pour mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toit, comment on fait entre la géolocalisation, le Google Images et compagnie, pour optimiser où on va mettre les panneaux, comment on va les mettre, etc. Et donc on s'est dit, tiens, on pourrait imaginer avec des modèles justement Google et compagnie, d'optimiser ce travail quand on est en bas par terre avec le client, pour essayer de lui faire un schéma et qu'on puisse directement faire ça dessus. Je me souviens de celui-là. Ouais. Et en fait, à la sortie, et donc là c'était avec Brave New Media notamment, qui a participé au HIC, pareil, start-up très sympa du coin. La réflexion a été poussée et on a vu que la priorité finalement c'était tout le process en fait. C'est que si on voulait faire ça, ça voulait dire qu'on est la bibliothèque de tous les panneaux qu'on vend avec leurs caractéristiques techniques, etc. On a besoin de connaître où habitent les gens, donc on a besoin de renchaîner plein de champs avant pour optimiser cet acte-là. Et en fait, on a commencé par numériser tout le processus client en allant jusqu'à ce que quand le client il signe, on appuie sur un bouton, il va recevoir tous les éléments administratifs également par mail qu'il va devoir recevoir, les schémas techniques. Et là, on arrive dans la phase où maintenant, on va optimiser cette partie du calpinage. Et donc, vu du client, c'est beaucoup plus simple. Vu de nos conseillers, c'est beaucoup plus simple.
Donc ça facilite vraiment les processus internes et externes finalement, dans une relation client qui est étroitisée et non pas virtualisée non plus. Donc un bilan très très positif. Ce partenariat. Bah oui ou non. Les projets qu'on fait, ils sont intéressants parce qu'on a toujours l'impression, alors c'est pas vu de tout le monde, même dans l'entreprise, ça concerne pas tout le monde. L'un des enjeux chez nous, ça fait partie des axes aussi de notre plan d'action innovation, c'est comment on valorise, comment on fait connaître cette innovation. Et il n'y a pas que les innovations de rupture, disruptives, il y a toutes ces améliorations technologiques qu'on fait, et il y a aussi toute l'amélioration continue, parce que moi, ce qui me semble le plus intéressant dans l'entreprise, c'est d'essayer de repérer tous ceux qui ont... Quelles sont les personnes qui ont envie de faire avancer la boîte, quoi. Et comment on les mobilise, que ce soit par de la simple amélioration continue, digitale ou pas, que ce soit sur du disruptif, etc. Et cette identification des talents, pour moi, c'est un des sacrés challenges à relever par les entreprises, quoi. Et comment on les accompagne et qu'est-ce qu'on en fait. Une vraie question. On en a posé plein. Parce que jusque-là, c'était pas... Une vraie grande question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas présenté de projet cette année alors que depuis le début, tu présentes un projet tous les ans ? Alors, c'est vrai que depuis le début, moi je suis arrivé en 2017 sur le Hacking Bernard Industry a le Camp. grand prix de celui qui a le plus mis les mains dans le cambouis. Hein. Non, mais c'est comme Daniel, hein, il en parlait ce matin, ça se vit de l'intérieur quand même. Voilà. Bref. Donc, non, déjà, j'ai récupéré le bébé du Hacking Industry Camp côté ES, donc je voulais le vivre de l'intérieur pour comprendre ce qui se passait. Et quand même, cette énergie en participant au projet, elle est tellement formidable que voilà. Donc au départ, mais j'étais plutôt sur des projets perso, mais où l'entreprise n'était pas loin. Le tout premier, c'était comment améliorer, digitaliser potentiellement le COP du Racing, parce qu'on est partenaire principal du Racing. Je me suis dit tiens, voilà, ça pourrait être intéressant si on trouvait quelque chose de rigolo, de fun, voilà. Parce que je pense que ça doit être fun. L'innovation, ça doit être fun. Si c'est contraignant et autres, ça va pas le faire, quoi. Et ça, je crois que beaucoup. Et d'ailleurs, dans notre vie privée, on est prêt à se bouger quand c'est fun, quoi. Si c'est embêtant, on va être moins mobilisable, on va dire. C'est un peu pareil dans l'entreprise, ça, j'en suis persuadé. Et donc, j'en ai fait tous les ans. L'an dernier, c'est la première fois que mon projet n'a pas été retenu. Je fais la gueule et je rentre ou je reste. En fait, je suis resté pour aller sur l'autre projet qui était super autour du handicap. On a eu le 2e prix, donc c'était parfait. C'était vraiment une belle aventure encore. Mais cette année, je voulais être sur un projet métier ou autre. Et donc, j'ai plutôt poussé le projet qui participe cette année. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas autour des biodéchets et des énergies renouvelables locales pour l'aider à en être. Et puis sinon, oui, je voulais pas. Après, c'est compliqué, comme je vous l'ai dit, les métiers sont vraiment très très sollicités en ce moment dans nos entreprises. Les réglementations bougent beaucoup, le marché de l'énergie, il est quand même très très perturbé. Et donc, c'était pas la peine de rajouter de la pression sur mes collègues. Ça aurait été contre-productif, en fait. Voilà. Et du coup, je me suis mis coach. Donc, en ramenant notamment des facilitateurs d'Alsace. Alors, c'est comment quand on est coach ? C'est super, oui, c'est super agréable. C'est frustrant parce que moi, il faut que j'arrive à... Avant, on était avec Pasquine. C'est difficile de ne pas donner des idées tout en étant coach. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Garder la distance. Ouais, c'est pas facile parce qu'on est un peu tellement dedans. Et en même temps, finalement, c'est pas non plus un concours. Si tous les projets sont beaux à l'arrivée et qu'ils peuvent donner quelque chose, tant mieux. Donc en même temps, le coach, s'il peut aider le projet à avancer, c'est ça, parce que c'est pas le prix qui est le plus important à la sortie, c'est quand même quel est le potentiel des idées, quoi. Et puis l'expérience qu'on vit. Et l'expérience qu'on vit, et ça j'en suis sûr, parce que depuis le début, et c'est pour ça que je m'investis notamment avec Yann-Éric, toi et d'autres, dans la communauté des coachs, parce que je suis persuadé que derrière, si on se dit que c'est un accélérateur de développement personnel et professionnel, c'est l'occasion de leur donner des méthodologies, de bosser sur cette roadmap, sur les hackathons divers et variés. Et pour moi, c'est super intéressant parce que c'est autant d'outils que j'essaye de faire rentrer dans mon entreprise aussi pour la professionnaliser, pour essayer de la professionnaliser sur des aspects d'idéation et de gestion de projet, quoi, en fait. Alors, en tant qu'hyper expérimenté du HIC, c'est quoi ton plus important conseil aux porteurs de projets qui planchent là en ce moment ? Donc ça veut dire qu'ils ont déjà été retenus, qu'ils sont en train de plancher. Dans tous les projets que je vois, et c'est là qu'on voit que le côté facilitation, il est important, c'est comment les aider à prendre des décisions. Parce qu'à un moment, faut qu'ils comprennent que... En gros, on a 2 situations. Soit quelqu'un, un porteur de projet qui a vraiment son projet, et c'est presque son projet d'entreprise ou son projet de vie.
Donc c'est pas évident de jouer collectif quand on se met une pression personnelle là-dessus. Et puis il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus équilibrés, etc. Mais dans tous les cas, c'est comment on arrive à prendre des décisions, parce que le but, c'est pas de créer une entreprise le dimanche soir, c'est d'avoir ce qu'on appelle un MVP, enfin une démonstration d'une valeur ajoutée qu'on peut avoir sur une idée, d'un point de vue business, d'un point de vue techno, d'un point de vue service à apporter aux clients notamment, ou en interne en tout cas sur les processus. Cette démonstration-là, on leur demande pas de construire toute la boîte, quoi. C'est juste quel est le point qu'ils vont arriver à démontrer pour montrer qu'il y a un champ des possibles qui justement après peut permettre de faire un cahier des charges pour aller plus loin, tout ça. Et le plus dur du coup, c'est de dire ok, vous avez plein d'idées, mais stop, c'est pas le plein d'idées qui est important. Prenez des décisions et avancez au fur et à mesure de vos décisions. Mais ça, c'est tout le processus. Hein. C'est exactement le conseil qu'on leur a donné tout à l'heure. Ah bah écoute, parce tant qu'ils mieux, étaient hein. en... Bah oui, quand on était ensemble, oui, c'est exactement ça. Et qu'ils se rendent compte que peu importe la décision, elles seront toutes bonnes. À partir du moment où ils en prennent une, ils vont être créatifs sur l'étape suivante, mais ils vont avancer. Et sinon, ça va être très frustrant, ils vont être à la bourre à la fin, parce que voilà, le temps passe très très vite dans un hackathon. Enfin, on se rend pas compte, mais ouais, c'est quand même une course contre la montre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Bernard pour Merci. C'est tout. ce riche retour d'expérience. Ouais, c'est tout. Bon, en tout cas...